Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de ma soutenance de thèse que j'ai réalisée au sein du laboratoire Silva AgroParisTech. Mon sujet porte sur la dynamique spontanée post-tempête de la végétation forestière en contexte de changement climatique. Et nous avons pris comme cas d'étude les tempêtes de 1999 qui ont eu lieu en France. Donc, ce travail a été encadré par Jean-Claude Gégou, Catherine Collet et Jean-Luc Dupuy. Alors, je remercie le public qui est présent à cette soutenance, mais aussi tous les membres du jury pour avoir accepté d'évaluer et de discuter de mon travail aujourd'hui. Je vais commencer cette présentation finalement par quelques éléments de contexte sur les tempêtes de 1999. Donc, ces deux tempêtes ont été particulièrement marquantes à la fin du XXe siècle, puisque 45 départements et 1,7 million d'hectares de forêt ont été exposés à des vents supérieurs à 140 km/h. Plus de 7% de la surface forestière française a été touchée à plus de 10% de son couvert. Et les dégâts observés sur le territoire français représentaient à l'époque 3,4 récoltes annuelles. Ce sont la Lorraine et l'Aquitaine, les deux régions qui ont été le plus fortement touchées, puisqu'elles représentaient à elles deux un tiers des dégâts observés sur le territoire français. Ces tempêtes ont été particulièrement marquantes à l'époque, car peu d'événements de cette ampleur avaient été observés. Les gestionnaires se sont retrouvés avec une disponibilité en bois accrue et des milliers d'hectares de surface forestière à régénérer, où finalement la plantation n'était pas une option, car beaucoup trop coûteuse. Finalement, la remise à zéro du cycle sylvigénétique induite par les tempêtes de 1999, comme l'illustre parfaitement l'exemple sur la photo, a amené des questions à la fois opérationnelles sur les mesures à prendre par les gestionnaires à la suite de perturbations de grande ampleur, mais aussi des questions scientifiques sur la dynamique spontanée de la régénération forestière, qui était jusqu'alors peu connue. La dynamique spontanée de la végétation forestière peut se définir comme une succession de stades permettant d'atteindre un stade final théorique qui est appelé le climax. Au début du XXe siècle, la succession est alors vue comme un processus évolutif linéaire, et c'est seulement à partir des années 50 que la notion de cycle est apparue, avec notamment l'introduction du rôle des perturbations. La perturbation va se définir comme un événement provoquant une réduction de biomasse ou une mortalité des entités d'un système. Et dans notre cas d'étude, ce sont les arbres. La nature de l'agent perturbateur peut varier. Elle peut être de nature abiotique, comme par exemple des vents, des sécheresses ou des incendies, ou biotique, comme par exemple l'action de ravageurs ou même l'action de l'eau. Alors, dans notre cas d'étude, nous allons plus particulièrement nous intéresser au cas des tempêtes et à leur effet sur la dynamique de végétation. Donc, dans ce cycle, finalement, la perturbation va être vue comme le vecteur responsable de la remise à zéro du cycle sylvigénétique, créant ainsi de nouvelles niches de régénération. Il y a une phase de réinitialisation du cycle qui va entraîner la disparition des espèces présentes dans la strate dominante et l'apparition de nouveaux individus et de nouvelles espèces. Suit ensuite une phase d'exclusion, durant laquelle il ne va plus y avoir apparition de nouvelles espèces, mais par contre certaines vont commencer à dominer la régénération et ainsi à exclure et entraîner la disparition d'individus ou d'espèces. Une fois le couvert forestier reformé, on observe une phase de développement de sous-étages où finalement une végétation plus tolérante à l'ombre peut se développer à nouveau. Enfin, la dernière phase du cycle correspond à une phase du cycle du peuplement mature, qui est en fait une phase de stabilité jusqu'à la prochaine perturbation. Finalement, grâce à ce cycle, on peut voir que la perturbation va jouer un rôle fondamental dans la détermination à la fois de la structure et de la composition des communautés végétales forestières, car elle va créer une opportunité pour l'arrivée et le développement de nouvelles espèces. Alors, dans notre cas d'étude, nous nous sommes particulièrement intéressés à la dynamique qui a suivi les tempêtes de 99, ce qui correspond aux premières phases du cycle, de la réinitialisation jusqu'à la phase d'exclusion, puisque nous avons étudié les 20 premières années de la dynamique de végétation. Alors, les tempêtes, en fait, vont entraîner une ouverture abrupte de la canopée, ce qui va réduire l'effet tampon du couvert forestier et ainsi induire des modifications du microclimat au sein des trouées. Il va y avoir entre autres une augmentation de la disponibilité en lumière, une augmentation de la disponibilité en eau et une augmentation de la température au sol, ainsi qu'une modification de la variabilité jour-nuit. Et finalement, ce sont ces variations microclimatiques qui vont influencer des modifications au sein de la végétation forestière.
aussi bien sur la diversité, sur l'abondance que la croissance des espèces. Finalement, l'ouverture de la canopée va entraîner une augmentation de la diversité en espèces, avec notamment une colonisation des espèces héliophiles de début de succession. Progressivement, selon le schéma de la dynamique, ces espèces de début de succession vont être remplacées par des espèces de fin de succession qui vont être plus tolérantes à l'ombre. Alors bien que ce schéma théorique soit bien établi, il est cependant difficile de le contextualiser par rapport aux grands types de milieux, et les études sur la régénération naturelle sans intervention sont rares. De plus, un certain nombre d'autres études ont remis en question ce schéma global de la dynamique spontanée en démontrant que les espèces de fin de succession sont présentes et parfois dominantes dès l'ouverture du couvert. À ces questionnements s'ajoute également l'effet du changement climatique. Alors, au XXe siècle, la température moyenne en France a augmenté d'environ 1 degré, ce qui a eu un effet sur les communautés végétales, avec notamment une modification de leur aire de répartition. Depuis une dizaine d'années, plusieurs études ont mis en évidence qu'à l'échelle globale, il y a une modification de la composition végétale avec le réchauffement climatique. Et il y a notamment un phénomène appelé thermophilisation qui est observable. C'est-à-dire que pour un endroit donné, la communauté végétale présente dans cet endroit est plus thermophile qu'elle ne pouvait l'être dans le passé. Ce phénomène de thermophilisation résulte par deux mécanismes. Soit la disparition d'espèces de climat froid, ou l'apparition d'espèces de climat chaud. Et ce sont donc ces deux phénomènes qui peuvent être combinés, qui vont induire une modification des communautés végétales forestières vers des communautés plus en adéquation avec les températures actuelles. Ce phénomène de thermophilisation est en fait fortement corrélé à la densité de canopée présente. Plus la canopée est dense, moins la thermophilisation des communautés végétales est observable. Ce qui amène finalement à se demander quel est le rôle des perturbations dans les modifications des communautés végétales, d'autant que le changement climatique va également avoir un effet sur le régime des perturbations lui-même. Finalement, ce contexte général nous a permis d'identifier 3 verrous qui méritent un approfondissement. En particulier sur la vitesse de la dynamique de végétation et notamment sur le temps de basculement entre les différentes phases du cycle. Des questions se posent également sur l'existence d'éventuelles situations de blocage et de leur ampleur. La composition de la régénération et le comportement différentiel des essences posent également question, en particulier au regard du changement climatique et de l'obtention d'un peuplement en adéquation avec le climat futur. Enfin, l'interaction entre réchauffement climatique et tempête est également une question fondamentale pour établir le rôle des tempêtes dans les modifications induites par le changement climatique. Pour répondre à ces questionnements scientifiques mais également opérationnels, l'objectif principal de mon travail a été d'analyser la dynamique spontanée sur 20 ans de la végétation forestière des trouées créées par les tempêtes de 1999, mais également d'évaluer les modifications induites par le changement climatique au sein de ces trouées. Alors plus spécifiquement, nous nous sommes demandé quelle était la dynamique spontanée de la régénération dans les peuplements sinistrés, quels étaient les facteurs environnementaux qui allaient avoir une influence sur la régénération de 4 essences, le chêne sessile, le chêne pédonculé, le charme et le hêtre. Et enfin, quel était l'effet de l'ouverture de la canopée sur la composition des communautés végétales forestières présentes dans les trouées en contexte de réchauffement climatique. Alors, après ces quelques éléments de contexte, je vais passer maintenant à la présentation de mes sites d'études qui ont permis de réaliser les analyses pour les chapitres de résultats 3, 4 et 5. Et ensuite, je vous présenterai donc une synthèse de ces résultats, ainsi que quelques perspectives de recherche. Alors, pour répondre à ces différents questionnements, des réseaux de placettes permanentes ont été utilisés et répartis selon 2 observatoires. Sur la carte, il y a donc l'Observatoire des peuplements dévastés, en rouge et en vert, et l'Observatoire des peuplements mités. L'Observatoire des peuplements dévastés contient 2 sous-observatoires, le réseau Alsace-Lorraine, localisé uniquement en Alsace et en Lorraine, et le réseau national, localisé dans les autres régions impactées par les tempêtes. Alors, ce réseau regroupe un ensemble de trouées d'au moins 2 hectares, avec une majorité de trouées de plus de 5 hectares, où environ 90% du volume sur pied a été affecté. Ils ont été sélectionnés car ils présentaient une absence de régénération préexistante. Le second réseau, l'Observatoire des peuplements mités, regroupe un ensemble de plus petites trouées allant de 85 mètres carrés à 1 hectare, où 10 à 50% de la surface a été sinistrée. Ce qui m'a permis au total d'étudier 179 sites au cours de mes différentes analyses.
Alors rapidement, je vais vous présenter donc les étapes du projet qui ont forcément donc démarré avec les tempêtes de 1999. Et deux mesures ont été réalisées en amont de ma thèse. Donc la première en 2002 et 2005 pour l'Observatoire des peuplements dévastés, en 2004 et 2009 pour l'Observatoire des peuplements mités. Une première thèse a été menée sur le sujet et c'est en 2017 donc, que la troisième phase du projet a été entamée avec le démarrage de ma thèse, durant laquelle nous avons réalisé une troisième phase de mesure sur l'Observatoire des peuplements dévastés et l'Observatoire des peuplements mités. Concernant les mesures qui ont été prises au cours des trois campagnes, donc, nous avons d'abord fait une caractérisation de la régénération qui a été réalisée aux trois campagnes de mesure. Dans le cas de la troisième campagne de mesure, elles ont été réalisées par équipe de 4 pendant 5 mois en 2018 et 5 mois en 2019. Pour ma part, j'ai participé à plein temps donc à la campagne de 2018, soit 5 mois, et partiellement en 2019, juste pour 1 mois. Donc, dans chaque trouée, des placettes ont été installées, délimitées et matérialisées par un piquet central. Au sein de chaque placette, un inventaire floristique a été réalisé, ce qui nous a permis d'identifier 554 espèces différentes. Et nous avons également réalisé un inventaire des tiges ligneuses où l'espèce a été identifiée, le diamètre à 1,30 m mesuré et où la hauteur pour la plus grosse tige de chaque espèce a été mesurée. Ce qui nous a permis au total d'inventorier plus de 30 000 tiges, et ce qui représentait en moyenne 18 tiges par placette. Pour analyser les dynamiques observées, nous avons également réalisé une caractérisation du milieu lors de la première campagne de mesure. Cette caractérisation a permis donc de faire un prélèvement de sol qui a permis de faire une analyse chimique du sol permettant d'estimer le pH et la disponibilité en azote. Une description de sol a été également réalisée par horizon. La composition du peuplement pré-tempête a été estimée à la fois par dire d'experts et par inventaire des souches présentes dans les trouées. Enfin, la taille de la trouée, l'altitude ou encore la température moyenne annuelle ont été estimées grâce à un logiciel SIG. Finalement, cette caractérisation du milieu nous a permis d'obtenir un large gradient édaphique, climatique, mais également de taille de trouée. Et ce sont ces différentes variables qui ont pu être utilisées dans l'analyse comme facteurs explicatifs des dynamiques observées au sein de la régénération post-tempête. Je vais maintenant passer à ma première partie de résultats concernant la dynamique de régénération. Alors, face à l'ampleur des dégâts causés par les tempêtes de 1999, de nombreuses questions sont apparues pour le gestionnaire concernant le renouvellement, en particulier sur la régénération naturelle. Donc, néanmoins, à l'époque, peu d'informations étaient disponibles sur la densité de tiges obtenue, sur la composition, sur la vitesse de régénération ou encore l'existence éventuelle de situations de blocage. Et ces questions sur la régénération naturelle sont particulièrement intéressantes car elles permettent d'étudier la dynamique spontanée de la végétation forestière dans un contexte de trouée post-tempête dont les connaissances sur le long terme sont réduites. Finalement, nous nous sommes donc demandé quelle est la dynamique spontanée de la régénération dans les peuplements sinistrés. L'objectif de ce chapitre de résultats était d'apporter un socle de connaissances scientifiques sur lequel le gestionnaire pouvait s'appuyer. Nous avons mené cette étude sur l'ensemble des observatoires peuplements dévastés et mités au sein de la région Grand Est. Nous avons localisé cette étude dans la région Grand Est pour finalement minimiser le gradient climatique et pouvoir nous concentrer sur le gradient de taille de trouée et le gradient édapique. Ce qui a tout de même permis d'étudier 145 sites et où nous avons comparé 3 dates de mesure, donc 2002, 2005 et 2018. Nous avons mené une étude sur la densité, la composition et le diamètre des essences en fonction de la taille de la trouée, de la composition du peuplement pré-tempête, du pH et de la compétition herbacée. Pour ma présentation aujourd'hui, je vais vous présenter donc les résultats de la densité en fonction de la composition du peuplement pré-tempête et de la compétition herbacée. Ce premier graphique représente le nombre de tiges moyens par hectare en fonction du nombre d'années après la tempête, donc 3 ans, 6 ans et 19 ans après la tempête, et de la taille de la trouée. Donc les petites trouées mesurant moins de 1 hectare sont représentées en gris clair, et les grandes trouées de plus de 2 hectares sont représentées en gris foncé. Les points ici représentent en fait la densité moyenne obtenue pour un site. Et le premier résultat donc important que l'on peut mettre en évidence grâce à cette figure, c'est que finalement la taille de la trouée va conditionner la densité de tige et sa dynamique temporelle. En effet,
que l'on peut voir, c'est que, quelle que soit la date de la mesure, la densité de tige obtenue au sein des petites trouées est toujours significativement plus élevée que la densité de tige obtenue au sein des grandes trouées. Alors, deux hypothèses peuvent être émises pour expliquer cette différence. Tout d'abord, la distance au semencier potentiel, qui est plus réduite dans le cas des petites trouées et qui a ainsi pu avoir une influence positive sur la densité de tige obtenue dans les petites trouées. La seconde hypothèse concerne la compétition herbacée. Nous avons trouvé qu'il y avait un taux de couverture d'espèces herbacées significativement plus important dans les grandes trouées, quelle que soit la date de campagne, quelle que soit la date de mesure, que dans les petites trouées, ce qui a finalement pu exercer une plus forte compétition pour les ressources dans les grandes trouées et induire une densité de tige plus faible. En termes de dynamique, celle-ci est relativement stable dans les grandes trouées, avec tout de même une baisse de densité non significative en troisième campagne, ce qui témoigne finalement d'une dynamique relativement lente au sein des grandes trouées. À l'inverse, dans les petites trouées, la baisse de densité est beaucoup plus importante, indiquant que la phase d'exclusion de la dynamique a finalement été enclenchée dans les petites trouées. Alors, nous avons ensuite cherché, dans un second temps, à évaluer la dynamique de régénération, mais cette fois au regard de la gestion forestière. Et pour cela, nous avons dû définir un seuil pour définir si un seuil permettait d'atteindre des densités satisfaisantes pour la gestion. Et nous avons fixé donc un seuil à 2000 semi-hectares, qui a été estimé donc 3 ans après la perturbation, en concertation avec des gestionnaires. Donc le graphique ici est le même que tout à l'heure. Nous avons juste rajouté en rouge les points qui correspondent au site en dessous du seuil de 2000 semi-hectares lors de la première campagne de mesure, donc 3 ans après la tempête. Et nous avons évalué leur dynamique temporelle. Ce que l'on peut constater, c'est que finalement les sites identifiés comme problématiques 3 ans après la perturbation le sont restés en majorité en 2018-2019. Par contre, on constate quand même que 20 ans après la perturbation, la densité est globalement satisfaisante, puisque 90% des sites sont au-dessus du seuil de 2000 tiges hectares. Ensuite, nous avons finalement cherché à identifier quels étaient les facteurs environnementaux qui allaient être responsables de ces dynamiques observées. Et pour cela, je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus au sein des grandes trouées. Alors, ce graphique représente la densité moyenne par hectare au sein des sites en fonction du nombre d'années après la tempête et de la composition du peuplement avant la tempête. Donc, nous avons 3 catégories, les anciens peuplements dominés par des feuillus, par des résineux autochtones ou des résineux introduits. Et finalement, ce que nous constatons sur ce graphique, c'est que quelle que soit la date de mesure, les anciennes trouées précédemment dominées par des feuillus ont une densité de tige significativement plus élevée que les anciennes trouées dominées précédemment par des résineux. Plusieurs hypothèses peuvent être creusées finalement pour définir l'origine de cette différence. En particulier, nous pensons que la régénération préexistante, qui est plus importante sous les peuplements de feuillus, a pu avoir une influence sur ces résultats et donc induire une densité de tige plus élevée dans les anciennes trouées de feuillus. L'acidité du sol peut également être une variable qui a une influence sur la densité de tige, puisque dans le cas des résineux autochtones, ils sont souvent sur sol acide, ce qui peut induire une densité de tige plus faible. Enfin, la dernière hypothèse qu'on peut avancer, c'est que finalement le chêne et le hêtre ont connu une forte fructification l'année qui a suivi la tempête, qui peut être aussi à l'origine d'une densité plus élevée dans les anciens peuplements de feuillus. Le deuxième facteur que nous avons cherché à étudier pour savoir s'il y avait un lien avec la densité de tige est le taux de couvert herbacé. Ici, nous avons donc le nombre moyen de tiges par hectare en fonction du pourcentage de recouvrement de la strate herbacée, qui correspond à la strate entre 0 et 0,5 mètres, dans les grandes trouées en 2018, et en fonction de la composition du peuplement pré-tempête. Ce que l'on peut observer grâce à ce graphique, c'est qu'il y a une corrélation négative entre le pourcentage de couverture de la strate herbacée et le nombre moyen de tiges par hectare. Et en plus de cela, on constate que ce sont dans les trouées qui étaient anciennement dominées par des résineux qui ont un pourcentage de recouvrement plus élevé que les autres trouées.
Et c'est ce que l'on peut finalement illustrer par cet exemple, qui représente une de nos trouées dans les Vosges, anciennement dominées par du pin sylvestre, où nous voyons bien que la fougère aigle s'est développée en abondance, pouvant ainsi induire un blocage à la régénération. Alors, les résultats ici sont une étude préliminaire qui n'ont pas été inclus dans le manuscrit et qu'il serait notamment intéressant de creuser pour finalement savoir si c'est effectivement la compétition de la strate herbacée qui a induit une densité de tiges plus faible dans les anciennes trouées de résineux, ou à l'inverse, si c'est la forte densité présente dans les anciennes trouées de peuplement de feuillus qui a induit une compétition finalement sur la strate herbacée. Alors, ce qui m'amène à mes principales conclusions pour ce chapitre. Donc, pour conclure, la dynamique de densité que nous avons pu observer est une dynamique relativement lente, mais qui permet tout de même d'obtenir un renouvellement du peuplement forestier. Cette dynamique va dépendre de la taille de la trouée et de la composition du peuplement pré-tempête. Au sein des petites trouées, il semblerait que la phase d'exclusion du cycle de la dynamique ait été entamée, alors que une dynamique beaucoup plus lente est observable au sein des grandes trouées. Il est tout de même important de rappeler que les grandes trouées ont été choisies spécifiquement pour leur absence de régénération préexistante, ce qui peut expliquer cette dynamique plus lente observée au sein des grandes trouées. Ces résultats ont été obtenus au sein de la région Grand Est. Ils ne sont donc pas extrapolables aux autres régions impactées par les tempêtes. Et je pense notamment à la région Aquitaine, qui a des conditions climatiques et édaphiques différentes de la région Grand Est, où donc il serait intéressant finalement d'étudier plus spécifiquement dans ces zones quelle est la dynamique spontanée observée au sein des trouées forestières créées en région Aquitaine. Du point de vue de la gestion, peu de situations de blocage ont été identifiées 20 ans après la perturbation. On peut considérer que la régénération est globalement satisfaisante puisqu'elle est acquise dans 90% des trouées. Néanmoins, une attention plus particulière doit être menée au sein des grandes trouées précédemment dominées par des résineux, où finalement un diagnostic précoce, 2-3 ans après l'ouverture, permettrait d'identifier des situations potentiellement problématiques pour la gestion. Alors ces résultats ont été rédigés sous forme d'article qui est en préparation et dont la soumission est prévue à la Revue forestière française. Je vais maintenant entamer ma deuxième partie de résultats concernant la régénération obtenue pour le charme, les chênes et le hêtre. Alors dans cette partie, le chêne sessile et le chêne pédonculé ont été regroupés pour pouvoir permettre une comparaison avec le hêtre et le charme. Donc, le chêne, le hêtre et le charme représentent à L3 plus de 50% des espèces présentes dans la surface forestière productive en France. Ce sont des essences qui ont des caractéristiques écologiques différentes, puisque le chêne est une essence plutôt héliophile, post-pionnière, qui a des besoins en lumière élevés pour se régénérer et croître. À l'inverse, le charme et le hêtre sont des essences cyaphile qui ont une capacité à survivre et à croître sous couvert dense. Par contre, on observe souvent que ces trois essences sont présentes en mélange dans les peuplements. Finalement, de par son trait héliophile, l'ouverture de la canopée semble être une opportunité pour la régénération du chêne face au charme. Néanmoins, plusieurs études ont mis en évidence que le trait compétiteur du hêtre et du charme au stade précoce de la régénération, qui est souvent donc dominant soit en densité, soit en hauteur par rapport au chêne. Ces études prédisent même une disparition rapide du chêne lorsque celui-ci est en mélange avec du hêtre ou du charme. Finalement, une étude sur le plus long terme de la dynamique de végétation serait alors intéressante pour finalement voir s'il existe des conditions de milieu permettant la régénération naturelle du chêne. En particulier, nous avons identifié la pluie de graines, la lumière, les paramètres du sol ou encore la compétition comme facteurs environnementaux pouvant avoir une influence positive ou négative sur l'abondance, le diamètre ou encore la hauteur des trois essences à climat constant. Donc, l'identification finalement de ces conditions de milieu permettant donc de favoriser la régénération du chêne est également une question intéressante pour le gestionnaire car c'est une essence qui représente un intérêt économique supérieur. Nous sommes donc finalement demandé quels étaient les facteurs environnementaux qui allaient avoir une influence sur la régénération du chêne, du charme, du hêtre 20 ans après la tempête, en émettant notamment l'hypothèse que la régénération du chêne serait favorisée au centre des trouées, où la disponibilité en lumière est plus élevée, tout en étant limitée par la pluie de graines et donc la capacité de dispersion de l'espèce, puisqu'il s'agit d'une essence barocore, il s'agit d'une essence avec une dispersion primaire barocore, donc avec une capacité de dispersion limitée. Alors,
Pour étudier ces résultats, nous avons fait une analyse sur 108 sites qui étaient anciennement composés de feuillus. Nous avons étudié la régénération 20 ans après l'ouverture, donc de 2018-2019. Et nous avons donc mené une approche par modélisation de la probabilité de présence, de l'abondance, du diamètre et de la hauteur, en fonction de plusieurs facteurs qui sont la composition du peuplement pré-tempête, la distance à la lisière, le pH, la disponibilité en azote ou encore la compétition interspécifique. Pour ma présentation aujourd'hui, je vais me concentrer sur les résultats de l'abondance et du diamètre en fonction des différents facteurs testés. Et je vais donc commencer par les résultats sur la densité. Ce premier graphique représente la densité moyenne observée au sein des trouées en 2018 pour les 3 essences. Et on peut constater que finalement, le chêne a une densité en moyenne significativement plus faible que la densité du hêtre et du char. Une approche par modélisation nous a permis d'identifier quels étaient les facteurs environnementaux qui allaient avoir une influence sur la densité des 3 essences. Nous avons réalisé une sélection de modèles qui nous a permis d'identifier les 4 variables pouvant prédire au mieux la densité des 3 essences. Donc, la première, c'est la distance à la lisière, qui en fait correspond à une distance à la bordure de la forêt la plus proche. Nous avons ensuite la disponibilité en azote, la compétition interspécifique représentée par le nombre d'espèces le nombre de tiges hors espèces étudiées sur le plateau, et ensuite la composition du peuplement pré-tempête. Ce graphique ici nous illustre finalement un des résultats de la modélisation qui concerne donc la densité de tiges en fonction de la distance à la lisière et de la composition du peuplement pré-tempête pour les 3 espèces, le chêne, le charme et le hêtre. Ce que l'on peut voir grâce à ce graphique, c'est que finalement, la distance à la lisière de la forêt va avoir un effet significativement négatif sur la densité de tiges de hêtre et de chêne. À l'inverse, la densité de charme n'est pas dépendante de la distance à la lisière. Ce résultat valide en partie donc, notre première hypothèse de l'effet de la dispersion primaire sur la densité de tige, puisque finalement le chêne et le hêtre qui ont une dispersion primaire barre au corps, ce qui va impliquer des distances de dispersion beaucoup plus faibles, alors que le charme a une dispersion primaire anémocorps, permettant aux graines de charme donc, de se disperser sur de plus longues distances. On voit également sur ce graphique finalement que quelle que soit la distance à la lisière ou la composition du peuplement pré-tempête, que le chêne a systématiquement une densité inférieure à celle du charme ou du hêtre. Alors pour résumer les résultats de la modélisation, ici je vous présente donc le tableau des 4 variables que nous avons étudiées sur la densité de tige. On peut effectivement voir que l'effet de la distance à la lisière de la forêt et de la composition du peuplement pré-tempête va avoir une forte influence sur la densité de chêne et de hêtre 20 ans après l'ouverture. Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, le nombre de tiges sur le plateau ne va pas avoir d'influence négative sur la densité de tiges. Au contraire, on a même observé un effet positif dans le cas du charme et du chêne. Ce résultat témoigne potentiellement plutôt d'un effet sous-jacent du milieu, c'est-à-dire que la densité de tiges est plus élevée dans les milieux favorables, et ce sont également dans ces milieux-là que l'on retrouve nos espèces, donc chêne et charme. Enfin, donc dans le cas du charme, c'est la teneur en azote minéral qui va avoir le plus d'effet sur la densité de tiges, confirmant les préférences écologiques de l'espèce finalement, puisque celle-ci est absente dans les milieux oligotrophes, c'est-à-dire lorsque la teneur en azote du sol est. Donc, en conclusion de cette partie densité, nous pouvons dire que c'est finalement la pluie de graines initiale qui va avoir un rôle prédominant par rapport à la compétition ou encore à la disponibilité en lumière sur la densité obtenue 20 ans après l'ouverture dans le cas du chêne et du hêtre. Alors, concernant les résultats sur le diamètre, donc le graphique ici présente le diamètre moyen obtenu en fonction donc, des 3 essences, hêtre, charme et chêne. Et l'on peut observer que finalement, le diamètre moyen du chêne est significativement plus élevé que le diamètre moyen du hêtre ou du charme. Nous avons également réalisé une étape de modélisation qui nous a permis d'identifier la distance à la lisière comme étant une variable ayant un effet significatif sur le diamètre des essences. Donc ici, nous avons le diamètre modélisé en fonction de la distance à la lisière et on voit qu'il y a un effet significativement positif de la distance à la lisière sur le diamètre des essences. Alors, 2 hypothèses peuvent être émises pour expliquer cet effet positif de la distance à la lisière.
La première, c'est une disponibilité lumineuse accrue au centre des trouées, qui favorise donc la croissance des essences. La deuxième concerne la compétition, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, la distance à la lisière a un effet significativement négatif sur la densité de tiges, de hêtres et de chênes. Il y a donc moins de compétition au centre des trouées, ce qui permet aux tiges présentes au centre des trouées ce qui peut favoriser la croissance des tiges au centre des trouées. Et cet effet négatif a également été testé puisque nous avons trouvé qu'il y avait un effet significativement négatif du nombre de tiges sur la placette sur le diamètre des essences. Alors, donc, ce qui m'amène à mes principales conclusions sur ce chapitre. Cette étude nous a permis finalement d'étudier et de comprendre la régénération naturelle des trois essences sur un pas de temps de 20 ans. Et le premier résultat vraiment important que nous avons mis en évidence, c'est que contrairement à ce qui était attendu, le chêne n'a pas complètement disparu de la régénération 20 ans après la tempête. Il est même présent sur 22% des sites étudiés. Et ce que nous avons pu constater, c'est qu'il se comporte plutôt comme une essence disséminée à croissance rapide. La modélisation que nous avons réalisée nous a permis de mettre en évidence que ce sont finalement les semenciers présents avant la perturbation et la proximité aux semenciers lors de la phase de reconstitution du peuplement, qui vont être les deux facteurs qui vont avoir le plus d'influence sur la densité de chênes et de hêtres 20 ans après l'ouverture. Et finalement, le caractère héliophile du chêne ne semble pas le favoriser pour obtenir une régénération abondante au centre du trouée, puisqu'il est toujours dominé par le hêtre ou le chêne. Enfin, nous avons également mis en évidence que le diamètre des tiges est influencé à la fois par la disponibilité en lumière et par la compétition interspécifique. Du point de vue de la gestion forestière, ces résultats mettent en avant que finalement l'obtention d'un peuplement dominé par du chêne est quasi impossible par la régénération naturelle, en l'absence totale d'intervention. Il serait même donc prudent, si l'objectif était d'obtenir une chaînée, de réaliser une intervention bien avant 20 ans, puisque la densité de chêne est très faible à ce stade de la régénération. Alors, ces résultats ont également été rédigés sous forme d'articles, qui est en préparation et dont la soumission est prévue à Forest Ecology and Management. Alors, ce qui m'amène à ma dernière partie de résultats concernant l'effet des tempêtes sur les communautés végétales forestières. Alors, pour rappel, nous avons vu en introduction qu'un phénomène de thermophilisation avait été mis en évidence à la suite du réchauffement climatique. Cette thermophilisation s'explique en partie par une modification de l'aire de répartition, c'est-à-dire qu'on observe une migration d'espèces vers des altitudes ou des latitudes plus élevées. La thermophilisation est en fait également fortement corrélée à la densité du couvert forestier, puisque plus le couvert est dense, moins la thermophilisation est observable dans les communautés végétales. Et ce point est particulièrement important puisqu'il a été également montré que le changement climatique peut avoir un effet sur le régime des perturbations lui-même, qui peuvent devenir finalement plus intenses ou plus fréquentes, avec potentiellement un impact sur le couvert arboré important. Et finalement, cette interaction changement climatique et perturbation a été étudiée en Amérique du Nord, où deux études ont effectivement mis en évidence que la perturbation allait induire une thermophilisation plus importante de la végétation. Néanmoins, à ce jour, il n'a pas été démontré que cet effet accélérateur était un effet temporaire dû à l'ouverture du couvert ou qu'il s'agissait d'un bond en avant permanent, témoignant donc du rôle de la perturbation et des tempêtes dans la thermophilisation des communautés végétales forestières. Nous nous sommes donc demandé quel était l'effet de l'ouverture de la canopée sur la composition des communautés végétales forestières présentes dans les trouées en contexte de réchauffement climatique. Alors pour cette étude, nous avons analysé 139 sites et nous avons comparé 3 relevés floristiques. La première comparaison a été menée au sein des trouées en comparant donc le relevé floristique mené en 2002 dans les trouées avec le relevé floristique mené en 2018 dans les trouées. Cette première comparaison a pour objectif finalement de voir s'il y a thermophilisation au cours du temps au sein des trouées. La deuxième comparaison que nous avons menée, c'est donc en comparant donc les communautés végétales présentes dans les trouées en 2018 avec les communautés végétales présentes dans des forêts qui n'ont pas été perturbées par les tempêtes de 1999. Et finalement, cette comparaison nous permet de voir s'il y a un effet ouverture du couvert sur la thermophilisation des communautés végétales forestières. Pour chaque relevé, 2 indices ont été utilisés.
Le premier, c'est l'indice de lumière d'Allenberg, qui est une note de 1 à 9, permettant d'évaluer le caractère héliophile de l'espèce. Le deuxième indice est la valeur indicatrice de température, qui est une valeur représentant l'optimum de présence de l'espèce. Et finalement, donc pour chaque relevé, une moyenne des indices présentes a été calculée par site, qui représente donc la température bioindiquée et l'indice de lumière bioindiqué. La comparaison de la température bioindiquée et de l'indice de lumière bioindiqué permet finalement d'estimer les variations en termes de composition des communautés végétales, aussi bien pour les préférences lumineuses que de température. Alors, le premier résultat que je vous présente ici concerne donc l'évolution de la température bioindiquée et de l'indice bioindiqué dans les trouées entre 2002 et 2018. Donc ici avec la température bioindiquée 2002-2018. Et nous pouvons voir qu'il y a une augmentation significative de la température bioindiquée au sein des trouées, qui témoigne donc d'une thermophilisation de plus 0 degré. Cette thermophilisation a lieu alors même que l'indice de lumière bioindiqué diminue au cours du temps, puisque les communautés végétales finalement sont moins héliophiles en 2018 qu'elles ne pouvaient l'être en 2002. Et finalement, ce constat est important, puisque cela suggère que la thermophilisation que l'on observe dans nos trouées est indépendante du niveau de lumière et témoigne potentiellement plutôt d'un effet réchauffement climatique. Et une étape de modélisation a permis de confirmer l'hypothèse, puisque nous avons montré qu'il y avait une augmentation de la température bioindiquée au sein des trouées de plus 0,33 degrés à niveau de lumière constant. Donc, ces premiers résultats témoignent qu'il y a effectivement thermophilisation au cours du temps dans les trouées. Et maintenant, il reste à vérifier s'il y a un effet accélérateur de l'ouverture de la canopée. Et pour cela, il faut comparer les températures bioindiquées des trouées avec une forêt non perturbée. C'est donc ce que nous avons fait. Et nous avons montré qu'en moyenne, la température bioindiquée des trouées était significativement plus élevée que la température bioindiquée des forêts non perturbées. Mais à nouveau, pour finalement distinguer l'effet réchauffement climatique de l'effet disponibilité en lumière, nous avons cherché à calculer un indice de fermeture de canopée, qui est le CRI. Lorsque le CRI est égal à 1, on peut considérer que la canopée des trouées s'est refermée à un niveau de lumière équivalent de la canopée des forêts non perturbées. Donc, le graphique ici représente notre delta T de température bioindiquée entre la trouée et la forêt en fonction de notre indice de fermeture. Et ce qui nous a intéressé d'analyser, c'est que lorsque ce CRI est égal à 1, est-ce que le delta T ici est significativement différent de 0 ou non? Et oui, nous avons trouvé que le delta T était significativement différent de 0, de plus 0,18 degrés dans les trouées. Ce qui signifie finalement que les trouées ayant connu une période d'ouverture de leur canopée ont une communauté végétale plus thermophile que les forêts qui n'ont pas connu de période d'ouverture de leur canopée. Finalement, cette étude a permis de mettre en évidence deux résultats fondamentaux qui permettent donc de révéler le rôle des tempêtes dans les modifications des communautés végétales. Donc, tout d'abord, nous avons mis en évidence un rôle accélérateur des tempêtes sur l'adaptation des communautés végétales au réchauffement climatique, car elles permettent, par l'ouverture de la canopée, de faire un bond en avant vers des communautés végétales plus thermophiles, qui finalement se maintiennent dans le temps, puisque les forêts ayant connu une période d'ouverture sont plus thermophiles que les forêts n'ayant pas connu de période d'ouverture. Ce résultat révèle également l'importance des variations du microclimat sur la dynamique de long terme des communautés végétales. En créant des trouées forestières, les tempêtes ont finalement induit d'importantes variations microclimatiques, et ce sont donc ces variations à l'échelle locale qui vont être à l'origine d'une thermophilisation à l'échelle de la forêt, qui finalement accentue l'importance de quantifier les variations à l'échelle locale pour comprendre les changements globaux observés au sein des communautés végétales. Du point de vue de la gestion, finalement, on peut se demander, et à juste titre, si l'ouverture de la canopée est une méthode pour adapter les peuplements au réchauffement climatique. Alors, notre étude ne permet pas de répondre à cette question, mais c'est une question qui est au cœur des débats scientifiques, avec d'un côté ceux qui souhaitent minimiser l'effet du changement climatique et donc minimiser les ouvertures de canopée, et de l'autre côté, ceux qui pensent qu'une adaptation des communautés végétales est nécessaire et donc voient finalement ces perturbations de grande ampleur comme une opportunité permettant cette adaptation. Alors, ces résultats ont été publiés au sein d'un article dans Global Ecology and Biogeography.
Alors, ce qui m'amène maintenant à ma conclusion générale et à l'élaboration de mes perspectives. Donc, pour conclure, je vais vous proposer un schéma de synthèse qui va synthétiser donc, les principaux résultats. Donc, ce que nous avons pu observer, c'est que finalement, il y avait une dynamique relativement lente au sein des trouées forestières, mais qui permet tout de même d'obtenir un renouvellement des peuplements dans la majorité des cas. La distance à la lisière, la taille de la trouée ou encore la composition du peuplement pré-tempête sont les 3 facteurs environnementaux qui vont avoir le plus d'influence sur la densité de tiges. Nous avons notamment constaté que dans les grandes trouées supérieures à 2 hectares, anciennement dominées par des résineux, que ces grandes trouées donc présentent une densité de tiges plus réduite. Concernant le diamètre des tiges, c'est finalement l'effet conjoint de la lumière et de la compétition pour la compétition pour les ressources, qui vont induire finalement une augmentation des diamètres vers le centre des trous. Le résultat met également en évidence une dynamique variée en fonction des essences étudiées. Nous montrons en fait qu'il y a un déclin du chêne qui est peu dense et souvent disséminé au sein de la régénération 20 ans après la perturbation. À l'inverse, le hêtre et le charme ont une densité de tiges élevée après l'ouverture et après 20 ans après la perturbation. Et cette dominance, finalement, risque de s'accroître dans les décennies à venir. La composition de la régénération est une question au cœur des débats scientifiques, en particulier dans le cas de la dynamique post-tempête, puisque nous mettons en évidence une modification plus rapide de la composition des communautés végétales dans les trouées forestières par rapport aux forêts non perturbées. Finalement, notre étude a permis de mettre en évidence une vision globale de la dynamique spontanée de la végétation forestière et présente une première évaluation de la régénération obtenue sur le moyen terme. Ce travail permet de mettre en évidence le rôle des tempêtes sur la dynamique spontanée de la végétation et plus largement de contribuer aux connaissances sur l'effet des perturbations sur la dynamique de végétation en contexte de réchauffement climatique. En ce qui concerne donc les perspectives que ce travail a ouvertes, elles sont nombreuses, mais je vais en détailler 2 aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il est important de rappeler que cette étude a été menée sur les 20 premières de la dynamique de végétation, qui est finalement relativement court à l'échelle du peuplement forestier. Il y a donc un grand intérêt à poursuivre l'analyse sur les observatoires qui offrent un large réseau de placettes en libre évolution et qui permettent ainsi d'étudier finalement et d'évaluer la régénération naturelle obtenue à chaque phase du cycle de la dynamique. Je pense qu'il serait également important d'approfondir le lien entre perturbation et changement climatique. En particulier, des mesures plus précises du microclimat au sein des trouées permettraient d'affiner l'étude des modifications de la composition des communautés végétales et ainsi de quantifier les variations des conditions environnementales à l'échelle locale. Cela permettrait de mettre en évidence finalement quelles variations à l'échelle locale sont responsables des changements globaux observés sur les communautés végétales forestières. D'un point de vue plus opérationnel, donc ces bases scientifiques représentent un socle de connaissances qu'il serait nécessaire de traduire en recommandations opérationnelles. Et pour ce faire, les analyses doivent être complétées par une analyse plus détaillée de la composition, de l'adéquation entre essence et milieu, ou encore de la qualité des tiges pour finalement pouvoir déterminer si la régénération est un succès d'un point de vue sylvicole ou non. Je vais conclure cette présentation par quelques remerciements. Donc, tout d'abord, remercier le public et les membres du jury qui sont présents aujourd'hui. Et puis ensuite, remercier le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui a permis de financer une partie de ce travail. Je vous remercie.